Merci d'être présent à l'heure du déjeuner en plus à cette session de pitch. Alors jour E, c'est la journée des solutions pour la transition écologique. Et on a le plaisir d'accueillir 3 entreprises qui offrent des solutions pour le secteur du bâtiment. Alors il y a plein de solutions, hein. On a focalisé sur quelques solutions innovantes à différents endroits, je dirais, de la chaîne de valeur pour le secteur du BTP. Ça va du recyclage, mais ça va aussi sur des nouveaux matériaux, sur la gestion de ces déchets, avec 3 entreprises, CCB Greentech, Neolith et Altaroad. Vous pouvez scanner le QR code qui est ici si vous souhaitez être après mis en relation. Alors, il y a d'autres moyens d'être mis en relation, bien sûr, mais voilà, c'est un outil très pratique pour être recontacté ou prendre contact directement avec les intervenants de cette session. La règle est assez claire, c'est 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions-réponses. Donc voilà, je serai le maître du temps pour cette session. Et je passe la parole tout de suite à Cédric, CCB Greentech, pour une présentation de 5 minutes et puis 5 minutes de questions. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, jusque là-bas? Ok, super, merci. Cédric Longin, directeur exécutif de CCB Greentech. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est CCB Greentech. Nous avons eu le plaisir en teasing d'obtenir le trophée lors du salon Bipositive qui s'est tenu à Lyon, le salon de la transition énergétique et écologique qui s'est tenu la semaine dernière à Lyon. Alors pourquoi nous avons obtenu ce trophée? Qu'est-ce qu'a développé CCB Greentech? Alors, la société est née il y a un peu plus de 15 ans dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes désormais en Isère. Nous avons emménagé dans une friche industrielle de 5 hectares à 1 heure au sud de Lyon. Ce que nous faisons sur place, c'est que nous récupérons du bois de trituration. Le bois de trituration est un coproduit de l'exploitation forestière. C'est-à-dire que quand on développe des forêts, on va enlever régulièrement les arbres qui sont trop petits ou trop tordus lors des éclaircies pour permettre aux plus beaux spécimens de se développer. Donc on récupère ces coproduits qui de toute façon quitteraient la forêt. On les transforme en granulat de bois qui est additivé, c'est-à-dire qui est rendu compatible, qui est à la fois protégé et rendu compatible avec le ciment. Et on va envoyer ce granulat de bois à des licenciés qui sont des usines de préfabrication qui vont donc produire des murs et des prédales sur tout le territoire français. Nous sommes en train de mailler le territoire national afin que pour chaque chantier où le béton de bois peut être intéressant, il y ait une usine locale qui puisse produire au plus proche. Donc nous vendons une licence et nous vendons le granulat de bois qui est le cœur de la technologie du béton de bois. Le résultat, c'est que notre technologie reprend quelque chose de très classique, la formule du béton. Simplement, dans la formule du béton, on enlève la totalité du gravier et du sable et on le remplace par du bois. Donc, il ne vous échappera pas qu'on remplace une ressource limitée en quantité par une ressource renouvelable. Ce qui est intéressant aujourd'hui et qui va le devenir de plus en plus. Au total, nous avons 80% de bois. Ce qui signifie, je vais peut-être me décaler pour que vous puissiez mieux lire. Ce qui signifie qu'avec 80% de bois, il y a dans le béton de bois plus de bois que dans l'ossature bois. Ce qui en fait une solution, oui, ça peut paraître surprenant, mais une ossature, c'est le cadre. Et puis tout dépend ce qu'on met au milieu. On peut mettre éventuellement 100% de bois, auquel cas il y a plus de bois, effectivement, dans l'ossature bois, mais en général, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que cette technologie permet aux maçons de poser plus de bois que des charpentiers. Donc c'est vraiment une alternative qui enlève un caillou dans la chaussure des maçons
puisque le maçon va pouvoir poser du matériau biosourcé avec un bilan carbone négatif. Donc ça, c'est un point très important, nous allons le voir en détail, tout en profitant de tous les avantages de la préfabrication. Préfabrication qui permet une mise en œuvre extrêmement rapide, moins de déchets sur les chantiers, moins de nuisances pour les riverains, ainsi de suite. Les gros plus du béton de bois, l'absorption acoustique qui est phénoménale. Et puis, bien qu'il y ait 80% de bois, on a une excellente résistance au feu puisqu'on est classé à 2 S1 D0. Et il n'y a aucun rejet de COV dans l'atmosphère. Le bilan carbone négatif, on l'a abordé. Voici les chiffres. Bon, on pourra en parler après. On a des FDES qui attestent de tout cela. En ACV statique comme dynamique, le bilan carbone est négatif. Et puis, les performances thermiques sont phénoménales grâce notamment à une énorme inertie qui est liée à un déphasage thermique de 17 heures. Les spécialistes comprendront pourquoi c'est si intéressant. Les produits sont sous ATEX. Nous pouvons donc construire des bâtiments avec des murs porteurs ou non porteurs jusqu'en R+10. J'avance vite pour ne pas être en retard. Voici quelques exemples de réalisation, bâtiments tertiaires ou industriels, de l'habitat collectif, des bâtiments, des ERP, bâtiments publics, ou bien des maisons individuelles ou en bande. Cette innovation n'a pas échappé au plus grand groupe. Lafarge est rentré au capital de CCB Green Tech. Et puis nous avons signé un partenariat tout récemment, avec un partenariat national avec Bouygues Immobilier, et d'autres sont à l'étude et vont bientôt sortir. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à aller sur notre site internet où nous mettons le plus d'informations possible. Nous organisons des journées portes ouvertes une fois par mois parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais sachez que ces journées portes ouvertes existent. Et puis nous exposons également sur le salon Solutions bas carbone qui démarre demain, porte de Versailles. Nous sommes sur le stand G91 dans le hall 5. Voilà, n'hésitez pas et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Alors on peut prendre 2 questions. Oui, bonjour. Petite question sur la fin de vie des produits. Est-ce que vous avez réfléchi au moment de la conception à la fin de vie des produits? Est-ce que comment ça se traite? Ça se recycle? Qu'est-ce que ça devient une fois? Merci. On m'entend là? Oui. Merci pour la question qui est effectivement un point très important sur lequel nous avons beaucoup travaillé ces dernières années. Le béton de bois, pour faire bref, nous avons été aidés par le groupe Lafarge Holcim qui nous a mis à disposition ces centres de récupération du béton qui permettent de broyer complètement le béton de bois. Et on a fait des tests, nous avons pu recycler le béton de bois à 100%. C'est-à-dire qu'on récupère des vieux panneaux de mur ou des vieilles prédales, on les broie et on les repasse dans les outils de production. La totalité permet de recréer des nouveaux murs ou des nouvelles prédales. Donc il y a un phénomène d'économie circulaire. Par contre, on reste dans la filiale du béton de bois pour l'instant. On espère un jour pouvoir en sortir, aller vers d'autres processus, mais on est déjà dans ce phénomène d'économie circulaire-là. Bonjour, moi je voulais vous demander comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux différents ciments bas carbone, à la fois en termes d'émissions et en termes de prix pour les différents... Alors, par rapport aux différents ciments bas carbone, nous nous posons en solution complémentaire, puisque nous ne remplaçons pas le béton pour les fondations d'un bâtiment, par exemple. Les fondations d'un bâtiment, on ne peut pas mettre du béton de bois. Le noyau d'un bâtiment, on ne peut pas mettre du béton de bois. Par contre, on peut en mettre sur toute l'enveloppe, mur porteur ou non porteur. Donc on vient vraiment en complément du béton. Et donc, ce qui explique aussi que Lafarge Holcim ait souhaité entrer au capital de l'entreprise, c'est qu'on produit le gravier et le sable de demain, qui est renouvelable et qui est fait de bois. Et puis on vient en complément du ciment et le plus décarboné possible. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les cimentiers pour décarboner. Et on les y encourage et nous faisons des tests avec eux. Et ça marche très très bien avec notre granulat de bois. Bonjour à tous. M'entendez bien, c'est bon? Donc je m'appelle Nicolas Cruau, je suis le président d'une start-up industrielle angevine qui s'appelle Néolith.
Neolith, c'est une start-up qu'on a créée avec 2 autres associés en 2019. Aujourd'hui, on est donc tous basés à Angers et 160 salariés. Et on développe une technologie alternative à l'enfouissement et à l'incinération des déchets en mélange. Et en particulier, vu qu'on est dans une session BTP, ce qu'on appelle le DIB de chantier. Donc le déchet non inerte en mélange. Le DIB de chantier, pour ceux qui ne se représentent pas, c'est donc tout ce qui n'est pas du gravat, donc tout ce qui va être plutôt des plastiques, des PVC, des bois, des moquettes. Quand vous détruisez le second œuvre, grosso modo, vous avez tout un tas de déchets en mélange. Et donc nous, on a inventé un procédé qu'on a appelé la fossilisation des déchets, qui permet de prendre ce tas de déchets non recyclables et d'en faire des granulats de construction comme celui-ci, réutilisables ensuite dans la construction en substitut de granulats pour faire des bétons, pour faire de la route. Voilà, il y a une star derrière. Et donc l'objectif de la fossilisation, c'est d'une part d'éviter de l'enfouissement et de l'incinération qui émet énormément de CO2, parce que brûler du DIB, c'est brûler en grande partie du plastique. Donc vous faites de l'énergie mais au prix du pétrole, quoi, donc c'est pas génial. Et d'autre part, vous avez un matériau qui est réutilisable lui-même dans la construction. Et c'est un matériau... alors on est dans l'esprit de ce qui a été dit juste avant, parce que c'est un matériau qui a un impact carbone négatif. Aujourd'hui, mon granulat, c'est un granulat qui a stocké du carbone pendant la fossilisation, de l'ordre de moins 300 kg de CO2 à la tonne. Ce qui fait que quand vous êtes une centrale à béton, vous venez substituer ça dans un béton classique. Si vous mettez 30% de mes cailloux à la place des cailloux normaux, vous divisez par 2 l'empreinte carbone de votre béton. Faut vraiment voir ça comme un additif du coup au ciment bas carbone. C'est vous faites du béton avec du ciment bas carbone de préférence pour décarboner, et ensuite vous venez remplacer vos granulats naturels par des granulats décarbonants qui se comportent comme des granulats naturels. Donc vous pouvez mettre ça en place dans des bétons classiques. Pour donner des ordres de grandeur, si demain on traitait tous les déchets français non recyclables par ma technologie fossilisation et qu'on en faisait des granulats, on réduirait presque de 7% les émissions françaises de CO2, toute industrie confondue. Donc c'est près de 3 fois le transport aérien. Et donc le BTP dans ce système-là est aux 2 maillons de la chaîne, parce qu'un promoteur peut choisir de prescrire de la fossilisation pour traiter tous ces déchets de chantier, post-centre de tri, et en même temps prescrire des granulats pour les réintégrer directement dans sa construction. Donc on fait une vraie boucle d'économie circulaire à ce niveau-là. Et donc moi, mon métier, où est-ce que je me place dans ce modèle-là? Je déploie des usines qu'on appelle des fossilisateurs, qui viennent faire une prestation de traitement de déchets auprès des centres de tri classiques, les Veolia, Suez, Paprec et compagnie. Et donc au lieu de payer l'enfouissement, ils me payent moi. Et derrière, eux, ils font la prestation de traitement de déchets auprès de l'acteur de la construction, le constructeur ou que sais-je. Et en aval, c'est moi qui revends le granulat. Et donc souvent, soit je le revends directement en centrale à béton, soit je passe par des carriers qui veulent être distributeurs de ces matériaux décarbonants. Voilà, j'ai à peu près expliqué. Ah si, où est-ce qu'on en est? Donc aujourd'hui, on a un fossilisateur chez nous à la maison. On a livré notre premier client à Angers, donc une usine entière pour lui à Angers. Et on livre quelques fossilisateurs un peu partout en France d'ici la fin de l'année. Donc on va commencer à avoir un maillage régional intéressant, de façon à pouvoir ensuite adresser un peu n'importe quel chantier dans le coin. Voilà, j'ai fait bref. Est-ce que vous avez des questions? Avec l'entrée en vigueur de la REP prochainement, est-ce que vous vous positionnez aussi vis-à-vis des éco-organismes pour tout simplement avoir accès à la matière première, ou est-ce que ça reste avec les acteurs historiques? Alors, moi je suis toujours un sous-traitant des acteurs historiques, donc c'est eux qui après doivent se positionner auprès de la REP. Par contre, les éco-organismes sont très intéressés pour prescrire ça de façon à ce que les centres de tri qui répondent aux appels d'offres des éco-organismes soient favorisés s'ils ont une technologie de fossilisation plutôt que s'ils enfouissent. Donc ça, aujourd'hui, on est totalement aligné avec eux, et ça sera, je pense, un pouvoir prescripteur pour moi dans l'avenir. Bonjour. Moi, je suis juste un peu curieux par rapport au processus en fait, de fossilisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment ça fonctionne? Alors le procédé, il est relativement simple. Donc on prend la matière en mélange, donc post-centre de tri. Le tri a déjà été fait sur les fractions recyclables. On va le microniser jusqu'à une échelle très fine. Donc on fait un 0,500 microns, donc une farine de déchets à partir du déchet en mélange. Ensuite, cette farine de déchets, on la fait réagir avec de la chimie minérale de chez nous. Donc là, c'est notre sauce secrète. Ce qui va minéraliser cette farine pour en faire une sorte de pâte à modeler minérale. Et ensuite, cette pâte à modeler minérale, on va l'extruder sous haute pression
en gros, on presse très fort et on va mettre en forme à la fin sous forme de granulats. Donc ça permet d'inerter la matière et d'obtenir à la fin une matière homogène. Pour préempter peut-être la question de la recyclabilité qu'il y a eu tout à l'heure, si à la fin, quand vous détruisez un béton et que vous le reconcassez, vous pouvez réutiliser les éléments avec mes granulats dedans pour refaire du béton, il n'y a pas de problème de circularité. Si vous cassez mon granulat en deux, vous avez juste 2 granulats. C'est pas une forme d'encapsulation bizarre où si vous cassez le Kinder Surprise, il y a du déchet à l'intérieur. C'est vraiment une matière homogène qui se comporte comme un caillou. Donc dans les DIB de bâtiments, il y a du plastique, il y a des laines minérales, il y a du plâtre, il y a énormément de choses. Il y a tous les produits peuvent être pris en charge. Il y a un truc qu'on n'aime pas et qu'on demande au centre de tri de spécifiquement enlever pour nous, c'est tout ce qui va être étanchéité bitumineuse. Alors c'est spécifique, mais c'est très chiant parce qu'on ne peut pas le broyer. Donc ça colmate. Donc ça, c'est pas vraiment pour la chimie qu'il y a derrière, c'est plutôt pour le process mécanique en amont. Je ne sais pas gérer ça. Donc là, pour le coup, on demande au centre de tri de l'extraire. Mais sinon, le reste de la matière en mélange, non, on sait la gérer en mélange. Et l'avantage de dealer directement avec les centres de tri, c'est que vu qu'on a de la massification, on a un certain lissage de la variabilité du déchet. Si je venais chercher des bennes en sortie de chantier, j'aurais une benne qui ressemble beaucoup à du placo d'un jour, et puis le lendemain, peut-être que du bois. Alors que sur un centre de tri, on sait qu'on a toujours à peu près, je sais pas, 20% de bois, 5% de placo, ce genre de choses. Donc moi, ça me permet d'avoir une production qui est très normée à la fin. C'est bon ? Ben, merci beaucoup. Et du coup, notre site, c'est neolith.fr. Si vous avez, il y a des petites vidéos et tout, si vous voulez regarder. Merci. Du coup, bonjour. Donc, je suis Cécile Villette, je suis la CEO d'une société qui s'appelle Alta Road. Au départ, on est une spin-off de l'école polytechnique et des ponts et chaussées. Et on a construit une solution qui aide les acteurs du BTP, un peu sur toute la chaîne. Donc on a les donneurs d'ordre, et puis il y a les entreprises qui travaillent sur les chantiers, et puis à la fin on a aussi les centres de valorisation. Et on va venir faire de la traçabilité entre les différents flux, ceux qui rentrent sur les chantiers, ceux qui sortent sur les chantiers. Et pour ça, on a travaillé en co-construction avec les acteurs du BTP parce qu'on a amené des technos qui étaient plutôt digitales, intelligence artificielle, et on a co-construit la solution pour qu'elle soit vraiment pratique sur le terrain, parce que ça c'est vraiment la question sur le BTP. Si c'est pas pratique, les gens s'en servent pas, il faut que la personne qui est dans la pelle, dans la chargeuse, même s'il n'a pas mis ses lunettes, il s'en sorte encore. Donc on a vraiment fait quelque chose de très intuitif. Le but, c'était, on a été un peu précurseur par rapport à la loi AGEC. On avait démarré sur l'idée que ce qu'on peut tracer, on peut l'améliorer. Le BTP, c'est un des plus gros enjeux, à la fois en production de déchets et puis en consommation de matériaux. Donc le fait de faire de l'économie circulaire et de pouvoir tracer entre ce qui sort des chantiers et ce qui re-rentre, ça permet d'optimiser. C'était vraiment ça le concept. Et là, on a eu la loi AGEC et puis maintenant, vous en parliez, la REP qui arrive et qui renforce ces besoins-là. Donc j'en ai un tout petit peu parlé, mais vraiment notre conviction, c'était de dire on va faciliter la partie économie circulaire. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, tout le monde est d'accord et tout le monde est partant a priori, mais en pratique, dans les détails, savoir sur un chantier, même quand on planifie avant le chantier, on n'a pas toutes les infos. Il y a plein de de nouvelles technologies qui sortent pour revaloriser les matériaux. Mais au moment où on est en train de faire une réponse à un appel d'offres, on n'a pas forcément le temps d'aller investiguer tout ce qui sera dispo à cet endroit-là avec les moyens de transport. Et puis quand on est une fois sur le chantier, on a des choix. Il y a différents sites de valorisation, différentes options de transport sur lesquelles on peut encore agir. Mais on ne peut pas faire tous les calculs d'impact carbone avec toutes les options. C'est quand même très compliqué pour les opérationnels sur le terrain. Ça prend trop de temps. Donc nous, ce qu'on a vraiment pensé, c'est une interface qui permet de collecter l'information au fur et à mesure. Donc là, quand on faut se placer pour comprendre comment ça fonctionne sur le chantier, sachant que bien sûr après l'idée, c'est aussi d'avoir ces informations-là qui sont collectées pour mieux planifier la suite. Donc on va collecter avec une interface digitale tous les entrants, tous les sortants. Ça dépend des chantiers, ça dépend des sites. Est-ce qu'ils sont plutôt intéressés par des entrants ? Les entrants, ça peut être du ciment, du béton, des livraisons qui ont un coût particulier sur lesquels on n'est pas sûr de la quantité qu'on va livrer.
Et puis sur les sortants, souvent c'est des déchets, c'est des choses qui vont avoir un impact. Donc on veut pouvoir tracer, et on veut pouvoir tracer pas seulement que c'est parti du chantier, mais bien sûr que c'est arrivé là où c'était prévu. Ça c'est le gros enjeu des décharges sauvages, que ça n'a pas été par exemple déclassé parce que là ça coûte cher, donc on veut le savoir tout de suite s'il y a un problème. Et puis que tout au bout de la chaîne, on a bien les pourcentages de valorisation qu'on avait prévus au départ. Donc nous, avec cette interface, on permet de saisir à différents niveaux du cycle de vie. Et derrière, là c'est une slide un peu dense, normalement je la montre au fur et à mesure, mais là ça s'affiche tout d'un coup, donc restez avec moi. En gros, on peut faire 100% digital, et là sur des petits chantiers, on va être sur du 100% digital, et au fur et à mesure, on peut rajouter des moyens d'automatisation, donc scanner des bordereaux automatiquement pour que ce soit reconnu, mettre des caméras pour scanner les plaques, pour regarder ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur des bennes, mettre des systèmes de pesée, s'intégrer avec d'autres systèmes de pesée s'il y en a, des pompes bascules, des pesons, pour pouvoir collecter toute cette information, rajouter des niveaux de preuves quand il y a besoin de preuves. Par exemple, quand on est sur du dangereux ou sur du très coûteux ou sur des gros volumes où on veut optimiser des cadences. Derrière, ce qu'on va sortir, c'est une conformité avec les nouvelles réglementations. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ces nouvelles bases de données qui s'appellent Track Déchets, le Registre national des terres et des sédiments. Donc, en fait, nous, on dit, on a votre base, on a pour tous vos chantiers, au même endroit. Donc typiquement ça c'est ce qu'on fait pour le département des Hauts-de-Seine. On gère tous leurs chantiers au même endroit, les voiries, l'assainissement, les espaces verts, tout ça. Hop, tout au même endroit, sur le même format, et on va pousser sur les registres nationaux toutes les informations nécessaires. Donc on est en règle, on a les bordereaux quand il y a besoin de bordereaux, et on va pouvoir avoir un reporting et un calcul bilan carbone automatisé. Je passe pas sur le bilan carbone trop, vous pourrez me poser des questions. Et derrière, on a déployé ça sur à la fois des donneurs d'ordre, des entreprises. Donc là, vous voyez plutôt les grands, mais on a maintenant aussi, on travaille avec des PME de plus en plus, et avec des sites de valorisation pour faire toute la chaîne. Et bien sûr, on discute avec les éco-organismes pour avoir cette cohérence de bout en bout sur la traçabilité. Les éco-organismes est dans l'idée qu'on puisse ramener les déchets gratuitement à la fin du cycle de vie parce qu'ils auront été payés par une éco-contribution. Mais bien sûr, il faut qu'ils soient triés, il faut qu'ils soient éligibles, etc. Donc il va falloir prouver d'où ils viennent. Et du coup, nous, on a l'impression qu'on répond tout à fait à cet enjeu-là. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai vu très rapidement là, dans la dernière slide l'outil Recomat qui permet de reconnaître les matières par prise de photo, de ce que j'ai compris. C'est ça, donc c'est y compris des matières en mélange, type justement DIB, et ça donne une composition ou comment ça marche ? Donc par rapport à la partie reconnaissance de matériaux, il y a plusieurs façons de s'en servir. Ça peut être juste une photo par-dessus. Dans ce cas-là, on est d'accord qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans le fond de la benne. On va être juste sur la composition et donner des pourcentages de composition. Donc on va dire il y a 30% de bois, 20% de granulats, etc. Et par contre, on a une deuxième fonctionnalité qui permet de faire plus en mode time-lapse. Donc par exemple, quand on va remplir la benne, elle est posée sur le chantier. On va prendre des photos au fur et à mesure. Et là, ça permet aussi de s'assurer de ce qu'il y a dans le fond et pas seulement de ce qu'il y a sur le dessus. Donc les deux usages sont un petit peu différents. La version time-lapse, ça permet de s'assurer qu'on sait ce qu'il y a dedans, qu'il n'y avait pas, par exemple, un vieux pneu qui était au milieu qui n'aurait pas dû y être ou ça. Et par contre, la version qui est plutôt en scan, c'est pour des automatisations sur les sites de réception. Là, il y a aujourd'hui un humain qui jette un coup d'œil, etc. Et là, le but, c'est sur certains petits sites où il n'y aura pas les moyens financiers de mettre un humain, de remplir cette fonction-là de scan rapide à l'entrée sur les sites pour automatiser. Donc en combinant avec la pesée et les caméras. Si vous pouvez me préciser aussi, quand vous avez parlé de AREP et de AGEC. Alors, on va commencer par ça. La loi AGEC, c'est la loi sur l'économie circulaire. Donc, et la REP, c'est responsabilité élargie du producteur. C'est le fait de pouvoir ramener ces déchets gratuits à la fin. Alors pourquoi on le fait ? Globalement, toute cette traçabilité, il y a plusieurs raisons. Le premier but derrière la partie REP, c'est d'éviter les décharges sauvages. Donc effectivement, il y a des gens à qui on fait moins confiance parce que ça a tendance à finir dans la forêt et que c'est pas souhaitable. Donc il y en a.
pas tout le monde, bien sûr, mais pas de peau, il y en a quand même. Donc sur certains matériaux, on veut s'assurer qu'il y ait une traçabilité, qu'on dit c'est parti d'un endroit et que de l'autre côté, ils ont dit qu'ils avaient bien reçu. Donc ça, c'est l'idée. Deuxième intérêt d'avoir cette traçabilité, par exemple sur de la pesée. Sur de la pesée, là, on est plutôt sur du grand chantier et on va avoir des grosses cadences avec plein de camions. Bon, si on sous-remplit les camions, ça fait plus de camions à la fin. Et ça a un impact environnemental. Donc, le fait de pouvoir optimiser à la volée les chargements des camions fait qu'on va optimiser l'impact environnemental. La troisième chose, c'est sur la traçabilité. En fait, il y a tellement d'acteurs dans le BTP. Il y a les grands donneurs d'ordre au début, et puis ensuite il y a une entreprise générale, voire un groupement d'entreprises, ensuite tout un tas de sous-traitants. Et donc le fait d'avoir des informations fiables au bon moment, ça me permet de fluidifier des choses qui sont autrement transmises sur des papiers éventuellement tachés, mouillés, enfin on est dans le BTP quand même. Et du coup l'enjeu, c'est que cette information, elle soit beaucoup plus fluide. Donc là on n'est pas tant dans la question de la confiance, mais plutôt dans une question de fluidité d'information. Et parce que si on veut revaloriser des matériaux à la fin, il faut être sûr de ce que c'était. Si on doit refaire des analyses pour savoir ce que c'était, et dans ce cas-là, on a quasiment perdu le gain qu'on pouvait y avoir quand il y en a un déjà. Donc. Nos clients ? Ah oui, nous on peut travailler à la demande des la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit publique ou privée, donc un département ou un aménageur, ou bien une des entreprises. Donc là sur le slide que j'avais, on travaille avec Vinci, on travaille avec Eiffage, parce que eux ils veulent optimiser leurs opérations sur les chantiers. Et on peut aussi travailler à la demande des sites récepteurs pour optimiser leurs opérations en réception. Merci. Bon merci à tous.